Stéphane Hessel, bonjour et un immense merci de nous recevoir chez vous pour cette émission de Le Bœuf par les cornes. Immense merci, d'autant plus qu'on vous trouve un peu souffrant et que vous n'avez pas voulu annuler. On est arrivé, on vous a trouvé un peu souffrant et vous nous accordez quand même un entretien, donc vraiment du fond du cœur, merci à vous. J'avais prévu de commencer cette interview en vous disant que le protocole voudrait que je vous appelle Excellence, n'est-ce pas, puisque vous êtes ambassadeur de France. Et ambassadeur. Il m'est arrivé cette chose étonnante pour moi, que le président Mitterrand m'a donné la dignité d'ambassadeur de France. C'est rare, même pour les vieux diplomates. Et par conséquent, le titre de Excellence est attaché à cette fonction. On ne l'emploie jamais. En ce qui me concerne, je suis assez excellent sans ça. Alors justement, quand on regarde votre vie, on se dit, mais cet homme, il a tout bon, il est parfait, il est vraiment excellent. On a l'impression que vous n'avez pas de défaut. Est-ce que... Alors là, c'est mal me connaître. Heureusement, j'ai encore mon épouse qui de temps en temps me fait sentir à quel point j'ai des défauts. Et j'en ai en ce moment de vous recevoir dans cet état de mal fichu que je déteste. J'aime beaucoup mieux être d'attaque. J'ai comme défaut les défauts de tout le monde, les insuffisances de tout le monde, mais je me sens particulièrement coupable pour une raison, c'est que je ne sais pas dire non. Et depuis... C'est à nouveau d'être ici, justement, c'est une qualité quand même. Vous ne vous épargnez pas. C'est-à-dire que voilà, depuis qu'il m'est arrivé cette aventure, on peut appeler bien ça une aventure, on va en parler, d'indignez-vous, j'ai l'impression que je ne réponds non à aucune sollicitation. Alors évidemment, quand il s'agit de Mathias Leboeuf, j'ai raison de ne pas refuser. Mais il faut se dire que ça m'a conduit, c'est une sorte de faiblesse que je considère comme un de mes principaux défauts. Pour le reste, j'ai tous les défauts qu'ont les gens qui ne savent ni peindre, ni faire de la poésie. La poésie, on va en parler, vous êtes quand même féru. Je suis féru d'un tas de choses et je ne suis proficient dans aucune. C'est la définition de l'amateur, celui qui aime finalement. Vous avez parcouru des tas de territoires, la poésie, la politique, l'engagement, mais d'une façon justement assez joyeuse. J'avais une question sur la joie à vous poser. Vous êtes quelqu'un, quand on vous fréquente, d'assez joyeux, d'assez rieur, même un poil malicieux. On a du mal à vous imaginer avec des affects tristes. Est-ce que vous êtes spinoziste chevillé au corps? Vous avez la joie spinoziste au corps? Comment? Ça, oui, je crois. Et j'ai peut-être hérité de ma mère, qui a joué un rôle énorme pour le petit garçon que j'étais. Elle m'a appris à être heureux, à être joyeux et à répandre autant que possible ce bonheur et cette joie sur ceux avec lesquels on vit. De sorte que dans mes grandes relations féminines, la femme qui m'a appris à aimer, la femme que j'ai épousée et qui est restée pendant 45 ans, ma femme chérie, et celle qui a eu le courage de se marier avec moi à un moment où nous avions déjà tous les deux presque 70 ans, eh bien, elle aussi, elle a été pour moi une source de bonheur. Je sens donc le bonheur et la joie qui en fait partie comme l'une des composantes essentielles d'une vie que l'on aime vivre jusqu'au bout. Vous avez eu une vie riche, dense, vous avez eu 1001 vies. Et puis, encore une nouvelle vie en 2010. À partir de 2010, vous sortez ce petit livre, Indignez-vous. J'imagine que quand vous le sortiez, quand vous l'avez fait paraître, vous n'imaginiez pas le succès et le retentissement qu'il allait avoir. Et là, vous devenez une rockstar. C'est-à-dire que vous devenez notre Dalai Lama laïque, en quelque sorte. Écoutez, en 30 pages,
Nous avons essayé, quand je dis nous, c'est que vraiment c'est les éditeurs, Sylvie Crossman, Jean-Pierre Barou, les éditions indigènes, qui ont fait ce livre avec moi. Ce que j'y dis, je le crois, j'en suis très convaincu, je m'en sens très responsable, mais c'est eux qui ont donné à ce petit objet la forme et le retentissement incroyable auquel je ne m'attendais pas. Ça a donc été pour moi une nouvelle entrée dans la vie. On peut dire que ma vie avant était une vie relativement tranquille, avec quelques petites aventures ici ou là qui pouvaient paraître intéressantes, les sans-papiers, les problèmes de l'immigration, mais avant c'était ça, rien. permettez-moi de vous couper, vous êtes quand même mort, et vous avez été déclaré mort une fois avec un certificat de décès en 1944, c'est pas rien, si je puis me permettre. Mais rappelez-vous que c'était un truc. Ouais. Il s'agissait de permettre à 3 officiers alliés, 2 Britanniques et un Français, de ne pas être exécutés par la Gestapo, ou sous les ordres de la Gestapo, alors qu'ils figuraient parmi 36, dont les 31 le seraient. Il n'y avait qu'une façon de nous sauver la vie, c'est d'attribuer notre identité à 3 jeunes Français morts du typhus. Du typhus. Il y a eu une substitution d'identité, vous avez été déclaré donc décédé. Mon corps a été envoyé au crématoire avec mention mort du typhus le 20 octobre 1944. Et le jeune Michel Boitel, qui lui était mort ce jour-là et dont le corps avait été et est encore au crématoire, est devenu Stéphane Hessel, ou plus exactement Stéphane Hessel est devenu Michel Boitel, et c'est comme ça que j'ai pu survivre. C'était une survie manigancée, et je dois beaucoup aux camarades allemands, notamment à Eugen Kogon, qui a été le maître d'œuvre de ce complot. De cette substitution, oui. J'évoquais ce passage de votre biographie parce qu'on a l'impression, ça rejoint d'ailleurs le sentiment de joie, que rien ne vous atteint. Ma question, c'est, parmi tous les combats que vous avez eus, parmi tous les engagements, est-ce que vous avez aussi eu des ressentiments, par exemple, à l'égard de vos adversaires ou de vos ennemis, ou est-ce que ça glisse sur vous et que rien n'a d'emprise négative sur vous? On a un peu cette impression-là. Non, je crois que ce serait exagéré. J'ai des ressentiments chaque fois que quelque chose à quoi je tiens ne marche pas et rate, et ça m'est arrivé beaucoup de fois dans la vie. J'ai été un ambassadeur pour la France et j'aurais voulu que la politique française réussisse tout ce qu'elle entreprenait. Or, nous en sommes malheureusement bien loin, et les déceptions sont multiples. J'ai essayé de sauver la vie à une otage et je ne l'ai pas réussi. Ça vous affecte, ça, quand il y a une forme d'échec? Je suis parfaitement aussi sensible à ce qui va mal qu'à ce qui va bien. La seule chose qu'on peut dire, c'est que j'essaye de projeter de la confiance, de la responsabilité et du courage. J'ai eu moi-même la possibilité, dans certains cas, de m'engager et d'obtenir. Et je pense que c'est ce que l'homme peut avoir de mieux. Je suis donc plutôt quelqu'un qui dit aux autres « allez-y ». Vous avez, alors justement, vous avez un optimisme et un volontarisme quand même chevillé au corps. Quand on regarde les titres de vos derniers ouvrages, « Vivez »,« Exigez »,« Indignez-vous »,« Engagez-vous », il y a beaucoup d'impératifs. C'est pas très diplomatique, ça, monsieur l'ambassadeur. C'est quand même très punchy, on va dire. Tout à fait. Et ça n'a commencé que bien des années après que j'ai pris ma retraite de diplomate. Je ne me sens plus diplomate, même si j'ai une formation de diplomate.
je me sens un responsable. Si vous voulez, je regarde le monde tel qu'il évolue. Et je suis inquiet. Je suis convaincu que si nous ne faisons pas un certain nombre de gestes nécessaires, nous allons vers l'échec. Le monde dans lequel je vis est de plus en plus un monde où l'injustice, la misère pour les uns et l'extraordinaire richesse pour les autres. Un monde dans lequel une terre qui ne tient pas le coup devant les malfaçons dont elle est la victime. Tout cela, ce sont des problèmes non résolus. Et je déteste les problèmes non résolus. Ils me font souffrir. Il y en a un, petit géographiquement, mais lourd historiquement, les relations entre Israël et les Palestiniens. Ouais. Vous êtes engagé auprès du tribunal Russell notamment, vous avez une action au sein de ce tribunal. Oui, ce problème mal résolu depuis 65 ans maintenant, ce problème pèse sur les relations entre les grands ensembles, entre le monde chrétien et le monde musulman, entre le Nord et le Sud, ce problème non résolu. Alors, il me semble que tout ce que nous pouvons faire pour le résoudre, par exemple, faire ce que l'on avait fait pour le Vietnam, qui était à l'époque un problème grave, et un tribunal s'est constitué en invoquant un nom qui vous est cher, Bertrand Russell, c'est votre homme, eh bien, en son nom, un tribunal a été créé une première fois pour le Vietnam, puis pour d'autres situations dans le monde, et maintenant pour le règlement du problème palestinien. À côté de vos engagements et de la politique, et des difficultés et des déceptions justement parfois de la réelle politique, il y a la poésie qui joue un rôle primordial dans votre vie. Vous m'avez dit un jour que la poésie, ça permet de réinjecter un peu de désordre dans la langue française, qui est une langue d'ordre et de méthode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre attachement à la poésie et comment vous la convoquez? Je sais que c'est par déclamation, beaucoup. Et quel rôle elle joue pour vous? Ce que je vous ai dit sur la langue française vaut pour toutes les langues. C'est-à-dire, je crois que nous, les hommes, nous avons appris à parler d'abord pour donner des commandements. Nous avons d'abord parlé pour dire « fais ceci, fais cela », et pour donner des cadres fermes à la façon dont les sociétés vivent. Et puis sont venus presque partout des gens qui ont été quelquefois des aèdes, quelquefois des mystiques, quelquefois des poètes lyriques, et qui ont introduit dans le parler, dans le communiquer, une dimension essentielle, qui est une dimension musicale, d'une part, et une dimension qui élève l'âme. Pour moi, une poésie a tout son sens lorsqu'en la récitant, car il ne faut pas seulement la lire, il faut la rendre et la réciter, qu'à ce moment-là, elle fait vibrer quelque chose dans celui qui l'écoute. Et ce quelque chose est probablement ce que l'homme a de plus précieux. Ça aide à surmonter l'horreur aussi. Je pense à Paul Celan, par exemple, qui est un poète allemand. Un grand poète, est difficile à apprendre par cœur. Je m'y suis employé. Je ne suis pas allé très loin. Mais typiquement, on peut en dire autant de Rimbaud, on peut en dire autant de Lautréamont, on peut penser à Baudelaire et à beaucoup de poètes français, mais aussi à d'admirables poètes allemands. Pour moi, ma véritable, je dirais, ce qui me donne un atout par rapport à mes camarades, c'est de parler couramment et l'anglais et l'allemand, et donc de pouvoir faire
subsisté à côté de la belle poésie française, Hölderlin et Shakespeare. Donc, c'est merveilleux d'avoir à sa disposition 88 poèmes que j'ai fait paraître dans ce petit livre que nous avons appelé « Ô ma mémoire » et où il y a autant de français. Dans Vivez également, oui, il y a des poèmes qui sont joints au texte, donc le texte est émaillé de poèmes également. Voilà, il me semble que la présence de la poésie alimente et donne un sens nouveau à tout ce que nous lisons. On parle de poésie et plus largement d'écriture. Le cinéma a aussi été présent dans votre vie puisque votre maman a inspiré l'héroïne de Jules et Jim. Vous avez fréquenté des peintres, je crois également, croisé Picasso notamment, des gens comme ça. Est-ce que vous avez jamais eu envie de devenir artiste? Vous aviez cette fibre-là ou vous vous destiniez à la philosophie, je crois, à un moment donné? Voilà, non. Je n'ai jamais pensé à autre chose que l'enseignement de la philosophie comme métier de base, et puis, par la force des choses, et après la guerre, la diplomatie. La diplomatie a été pour moi une activité qui m'a beaucoup intéressé. Je pense que la possibilité de travailler avec des Africains, des Latino-Américains, des Européens, c'est quelque chose de précieux. Ça vous nourrit aussi admirablement. Donc je suis très pour la diplomatie et je n'ai jamais été tenté par l'art en tant que poète, peintre, dramaturge. Ça ne m'est pas arrivé. Je le disais tout à l'heure, vous vous destiniez à la philosophie, vous avez fait par 2 fois même école normale, supérieure, vous avez croisé Merleau-Ponty qui a été votre caïman et qui vous a enseigné les rudiments notamment du spinozisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez sage? On vous convoque, on vous interroge sur énormément de sujets et vous avez quasiment aujourd'hui le statut de sage, de philosophe. Dire, on n'est jamais sage, on est toujours fou. Mais je porte, si vous voulez, ce que je porte, et que je porte sans m'en retirer, une forme de responsabilité. Je sens que quand on a vécu aussi longtemps, et avec autant de chance, et autant de rencontres importantes, et d'accaparer des idées, des forces, une vision de la société, on est responsable. Et je souhaite me montrer aussi longtemps que possible encore, ça ne va plus guère durer, comme responsable d'un certain nombre de valeurs fondamentales au creux desquelles se trouvent les droits de la personne humaine. Le fait d'avoir été entre 1945 et 1948, associé étroitement à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où René Cassin a été l'un des principaux rédacteurs, eh bien c'est quelque chose qui reste très proche de ma pensée. Et lorsque je pose la question, mais où faut-il aller? La réponse vient tout de suite. Il faut aller à la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Stéphane Hessel, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon rétablissement pour que vous puissiez continuer à parcourir le monde très prochainement. Merci à vous, Stéphane. Merci à vous, Mathias Leboeuf. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission de Le Bœuf par les cornes.